Salut, je m'appelle Lisa. J'ai 15 ans. Connaissez-vous cette situation où tout le monde autour de vous croit des rumeurs stupides à votre sujet? Et à cause de cela, toute votre vie est ruinée, peu importe ce que vous faites ou à quel point vous vous défendez? Ce type de situation m'est arrivé. Tout le monde pense que j'ai accouché. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez ce que les gens inventent quand vous produisez du lait maternel à 15 ans. Depuis que je suis enfant, je ne grandis pas en hauteur, mais en largeur. Non, mes parents ne me nourrissaient pas. J'ai juste une prédisposition à la graisse, à la plénitude et à la douceur. À l'âge de 14 ans, mon médecin m'a diagnostiqué obèse. Il a fortement recommandé de m'envoyer dans un camp de santé. Mais ce n'était pas amusant au camp. Cela a commencé avec le fait que nous avons été obligés de marcher une partie du chemin vers le camp. Mais quand nous avons finalement atteint le camp, il s'est avéré que ce n'était que le début. Pas de commodité, pas de civilisation, juste nous, les conseillers, et un seul objectif, survivre. Je pensais que c'était un camp de santé, pas une prison. Mon Dieu, pourquoi cet endroit devait-il être si horrible? Mais ensuite, j'ai rencontré Zach. Zach ne m'a pas quitté et m'a aidé à me relever. J'ai réussi à mieux le connaître. Il s'est avéré que nous étions de la même école. Il avait juste 1 an et demi de plus, et nous ne nous étions pas vus avant. Avez-vous déjà rencontré une personne que vous avez regardée et vous avez immédiatement pensé « Voici ma chance, et je ne la manquerai pas » Zach et moi avons commencé à sortir ensemble. Le temps passa vite. Mon quart de travail était terminé et Zach devait encore suivre un cours pour devenir populaire. J'avais tellement peur qu'il m'oublie, ou qu'il rencontre une autre fille qui m'éclipserait. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai compris pourquoi les gens disaient « Si tu veux perdre du poids, tombe amoureuse ». J'ai presque arrêté de manger en comptant les minutes jusqu'à notre rencontre. Après une éternité, Zach a appelé. Il m'a proposé un rendez-vous. Oh mon Dieu! Enfin, putain! J'ai mis ma meilleure robe, j'ai fait ma meilleure coiffure et mon meilleur maquillage, tout pour lui. Nous nous sommes rencontrés. Entre-temps, sa posture s'est un peu redressée et la confiance a augmenté. Mais dès que nous nous sommes rencontrés, nous avons entendu un rire méchant. Méchant. C'était des brutes de mon école. Quoi? Ai-je oublié de vous en parler plus tôt? Oh, ce gars m'a intimidé à propos de mon poids depuis l'école primaire. Mais j'ai appris à rester ferme et à ne jamais y prêter attention. Mais c'était un vrai test pour Zach. Même si j'ai perdu du poids, on m'appelait toujours grosse à l'école. Ça rendait furieux Zach. Il voulait être populaire et je ruinais tout. Pour l'encourager, j'ai décidé de prendre des choses désespérées et de passer à une étape plus adulte de la relation. Zach m'a invité à l'école. Alors j'ai attendu que nous soyons seuls et je l'ai embrassé comme une adulte. Après cela, nous avons commencé à nous embrasser tout le temps. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir moins mal à propos de la popularité de Zach. Mais j'avais tellement tort. Quand ils ont réalisé que je ne répondais pas, les intimidateurs ont décidé de s'attaquer à Zach. Ils riaient. Qu'est-ce que tu trouves à cette petite grosse? Est-ce qu'elle est ta petite esclave sexuelle? Zach a menti sans sourciller. Oui, elle est juste mon esclave sexuelle. Et tout s'est effondré. Les intimidateurs avaient un nouveau respect pour Zach. Ainsi, il a finalement réalisé son rêve et est devenu populaire. Je ne pouvais pas le supporter et je l'ai largué. Zach avait peur de sa popularité et a dit à tout le monde qu'il m'avait quitté après m'avoir surpris en train de le tromper. J'avais l'habitude d'ignorer les railleries, mais je ne m'attendais pas à cela de la part de Zach. Il m'a brisé le cœur. À la maison, la nouvelle m'attendait. Ma mère est tombée enceinte.
Apparemment, pendant que j'étais au camp, mes parents n'ont pas perdu de temps, en vain. Eh bien, j'ai recommencé la routine paresseuse de l'école, maison, école. Pour rendre ma mère heureuse, mon père a constamment ramené à la maison divers bonbons. Comment gérez-vous le stress? J'ai fait ce que je savais faire le mieux, voler les bonbons de ma mère et les manger sans répit. Un jour à l'école, l'un des intimidateurs a dit « Hé, Lisa a l'air d'être enceinte du gars avec qui elle a trompé Zach. Regardez comment elle a grossi. » Et ce Zach encore. Ils ont réussi à trouver mon point faible et j'ai commencé à manger pour compenser le stress, ce qui m'a rendue encore plus grosse qu'auparavant. Ensuite, j'ai été appelée chez le directeur et il m'a posé une question. « Lisa, il y a des rumeurs selon lesquelles vous êtes enceinte. Est-ce vrai? » Ce fut la dernière goutte pour moi. J'ai suivi un régime strict avec un nombre minimum de calories. En été, j'ai commencé à faire du sport dans l'arrière-cour, tout comme au camp. Et ensuite, ma mère a donné naissance à ma petite sœur, Nancy. Un matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué que ma chemise de nuit entière était mouillée. Il s'est avéré que sur ma poitrine coulait du lait. Au rendez-vous, le médecin a fait quelques tests et on m'a diagnostiqué un déséquilibre hormonal. Mes hausses de poids ont fait disparaître mes hormones, ce qui a entraîné la production de lait dans mes seins. Le traitement n'aurait dû donner des résultats qu'après une longue période. Je marchais avec Nancy dans le parc. Et là, j'ai accidentellement rencontré un groupe d'intimidateurs. Le lendemain, toute l'école a pensé que j'avais un bébé. Cette fois, le directeur a appelé toute notre famille. Il a écouté attentivement mes parents, puis a insisté pour convoquer toute l'école ensemble pendant la récréation et enfin arrêter la propagation des rumeurs. Je ne peux toujours pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Nancy, pour une raison quelconque, a commencé à tendre la main vers moi, se débattant et pleurant. Peut-être avait-elle peur du microphone? Ma mère a dit quelque chose du genre « Tu veux manger? Sois patiente. Ta maman te donnera à manger à la maison. » Et puis, j'ai senti un écoulement. Le lait coulait de mes seins, comme jamais auparavant. Apparemment, il y avait tellement de lait que mes bonnets ne pouvaient pas le supporter. J'aurais dû m'enfuir immédiatement, mais à la place, je me suis arrêtée net dans mes pas. Quelqu'un du public, et je sais qui, avec certitude a crié « Le lait de Lisa est en train de couler, on a compris, vous n'avez pas à continuer. Laissez-la nourrir sa fille. Ne le faites pas devant tout le monde, ou on pourrait être malade. » Mais personne n'a ri. J'ai vu tout le monde tomber dans un silence gênant, cherchant celui qui avait crié. Le directeur a immédiatement couru sur la scène, a remercié ma mère et toute ma famille, a embrassé Nancy sur le front et a renvoyé tous les élèves. Personne ne s'est moqué de moi depuis. Apparemment, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. À cause de ce qui s'est passé, ils ont décidé que la rumeur était vraie et ont réalisé qu'il n'y avait aucune raison de rire. Mais au contraire, ils devaient être impliqués et prêts à aider. Ensuite, j'ai été accueillie par les anciens amis de Zach, et il avait peur de me montrer son visage. Il n'y avait aucune trace de sa popularité. Il a été éclipsé par une mère célibataire, fière telle une lionne, la reine de son école. Et même si tous prétendaient croire la déclaration de ma mère, il ne faisait aucun doute que Nancy était ma fille. J'ai vraiment essayé de changer leur avis. Après cela, le directeur m'a dit qu'il m'aiderait à entrer dans une université très prestigieuse. Apparemment, il avait toujours honte de l'incident sur scène. J'ai juste laissé tomber. Les gens croiront toujours ce qu'ils veulent croire. Même les rumeurs les plus stupides qui sont confirmées par des coïncidences. Et si oui, au diable ces gens et leurs potins! J'ai une sœur cadette à prendre en charge et une université prestigieuse où aller. Croyez-vous aux rumeurs? Et combien de fois dans votre vie y a-t-il eu des coïncidences qui ont influencé l'opinion des autres sur vous? Parlez-nous-en dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne
pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Salut, je m'appelle Vicky, j'ai 14 ans. Vous êtes-vous déjà senti dépendant de quelque chose? Je ne peux pas vivre une heure sans Internet. Quelqu'un fume, quelqu'un ne peut pas vivre sans faire du shopping, d'autres mâchent constamment quelque chose, et je suis dépendante des réseaux sociaux. Regardez mon histoire jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qu'une personne fera si elle est brusquement privée d'accès à la drogue. Je vis avec mes parents et ils sont catégoriquement contre les réseaux sociaux. Ma mère dit que bientôt la réalité virtuelle me consumera. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne savent même pas comment utiliser correctement un smartphone. Imaginez, ils n'ont besoin que d'un téléphone pour les appels. Utilisez-vous toutes les fonctions de vos gadgets? La directrice de mon école est donc tout aussi démodée. Elle interdit aux étudiants d'utiliser Internet pendant les cours. Comme si elle ne comprenait pas que les réseaux sociaux sont bien plus intéressants que certaines physiques pourries. Je ne pouvais pas supporter l'interdiction. J'ai rapidement rassemblé des personnes partageant les mêmes idées et organisé une véritable manifestation. Les professeurs nous ont ignorés. Alors je décide d'attirer leur attention sur moi et j'ai jeté une pierre aux fenêtres du gymnase. Je pense que je l'ai un peu mal jugé. La pierre a volé directement à travers la fenêtre du bureau de la directrice. Oups. Oh, j'ai reçu une réprimande pour ça. Enragée, la directrice a appelé mes parents à l'école et m'a dit que si je ne m'améliorais pas, elle m'expulserait et ferait en sorte que je ne sois même pas autorisée à laver les planchers. Vos parents ont-ils déjà été appelés à l'école? Alors vous comprenez à coup sûr. À la maison, mon père m'a crié dessus et m'a dit que maintenant je resterais dans ma chambre pendant une semaine, sans Internet. Mon père m'a pris mon téléphone, mon ordinateur portable et ma tablette. J'étais sous le choc. Je ne pense pas, non. Je leur donnerai un tel cauchemar qu'ils essaieraient encore de me persuader de retourner dans mon monde virtuel. Dès que papa est parti, maman a apporté un kit de dessin, un jeu d'échecs et une tablette de chocolat. Bonbon, jeu? Se moquait-elle de moi? J'ai décidé de faire une grève de la faim jusqu'à ce que je récupère au moins un smartphone. Mon estomac grondait déjà, mais j'ai tenu bon. Pour effrayer ma mère et mon père, j'ai commencé à démolir la pièce. Si mon père m'enfermait, je démolirais simplement l'endroit. Ma mère est restée obstinément à la porte, me disant au moins d'arrêter de crier. J'ai aimé mettre mes parents en colère et entendre ma mère sursauter quand j'ai donné un coup de pied à la porte. Le soir, j'étais particulièrement fatiguée d'être enfermée. J'ai eu l'idée de m'échapper par la fenêtre. Et pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Mon évasion n'a pas réussi. Mon père m'a interceptée. En guise de punition, il m'a enfermée dans la salle de bain et m'a dit que c'était pour mon bien. Comment aurait-il pu me faire ça? Dormir dans la salle de bain était terriblement inconfortable. Le matin, je me sentais complètement épuisée. Je me suis souvenu que je n'avais pas mangé depuis hier. Ma faim m'a rendue encore plus en colère contre mes parents. Pour me détendre un peu, je suis entrée dans l'eau chaude. Ensuite, j'ai cru entendre des voix étranges. Elles provenaient clairement de quelque part à proximité. Est-ce que je devenais folle? Non, ce sont juste mes tortionnaires qui parlent et rient dans la cuisine, comme si de rien n'était. Ils ne se soucient pas que leur fille devienne bientôt folle sans Internet. Alors que j'étais allongée dans l'eau et que j'étais en train d'attraper des pépins, un de mes parents a glissé un mot sous la porte. Ils m'ont dit de méditer. Comment osait-il? Continuer à rêver, je récupérais mon droit à Internet, peu importe ce que cela me coûterait. J'ai passé les 2 heures suivantes à courir dans la salle de bain à préparer ma vengeance. Comment convaincre mes ancêtres que je ne pourrais pas vivre sans smartphone? Quoi qu'il en soit, rien de plus brillant que de prétendre que je me sentais mal. Ça ne m'est pas venu comme ça. Je faisais un gros bruit, j'allais accidentellement frapper à la porte pour que ma mère vienne me voir et faire semblant de m'évanouir. Mon plan a échoué. En préparant une manifestation d'évanouissement, j'ai décidé de casser le miroir avec ma main et de me couper gravement sur les éclats. Effrayée, j'ai commencé à appeler ma mère comme une petite fille. Quand ma mère m'a vue tout en sang, elle s'est presque évanouie de peur et a immédiatement commencé à m'aider. Pendant que ma mère traitait ma main, j'avais honte de ma propre faiblesse. Donc, avec une conscience claire, j'ai maudit mon père.
car il m'avait proposé de me lire un conte de fées. Je lui montrerai plus tard comment se souvenir de l'enfance. Le matin du 3e jour sans Internet, j'étais fatiguée de mon oisiveté. Alors j'ai commencé à lire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris un livre. La lecture me fascinait. Et je ne levais les yeux du livre que le soir. Avant de m'endormir, j'écoutais les voix de mes parents dans la cuisine. Je me suis demandé de quoi ils parlaient. Probablement à quel point leur fille était mauvaise. Je me suis soudainement rappelé à quel point ils avaient eu peur quand ils ont vu mes mains ensanglantées. Je pense que je suis allée trop loin et que j'ai traité mes parents trop durement. Avez-vous déjà regretté vos actions? Le 4e jour, j'ai décidé d'arrêter d'harceler mes parents et de changer de tactique. Je leur parlais, leur expliquais pourquoi j'ai besoin d'Internet. Et ils me rencontreraient certainement à mi-chemin. Pendant une demi-journée, j'ai proposé des solutions pour protéger ma dépendance à Internet. Avec les avantages de la vie sur Internet, je n'ai eu aucun souci, mais j'ai vite calé sur les inconvénients. J'ai soudain réalisé que je ne savais rien de la vie en dehors du monde virtuel. Donc, pendant les 2 jours suivants, j'ai exploré la vraie vie. Je faisais tout ce que je pouvais dans une pièce fermée à clé. Je nettoyais, finis de lire le livre, parcourais ma garde-robe et même fini de peindre un tableau que j'avais commencé il y a 1 an. Ma mère a utilisé un truc intelligent. Elle m'a fait mes crêpes préférées avec des fraises. Je l'ai presque remerciée, mais je me suis ensuite souvenu que j'étais offensée et que ma rébellion n'était pas encore terminée. La 6e nuit de ma détention, je ne pouvais pas dormir. J'ai soudainement pensé à comment je pourrais me permettre de me détendre. Mes parents attendaient que je renonce à mon poste. Ils se moquaient de ce que je pensais. Ils m'avaient enfermée ici comme une criminelle. Et ils m'apportaient de la nourriture à l'heure, comme dans une prison. De nouveau en colère, j'ai décidé de m'échapper. Cette fois, je prendrai tout en compte et mon plan n'échouerait pas. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai ouvert les 2 robinets et j'ai mis le bouchon. Voyons comment il réagirait à l'inondation. L'eau montait rapidement. J'avais déjà de l'eau jusqu'aux chevilles. J'espérais que mes parents aimeraient la douche jusqu'au plafond. Une demi-heure plus tard, mes parents ont couru dans ma chambre. Pendant que mon père était occupé avec le robinet et que ma mère faisait des histoires, je me suis rapidement enfuie par les portes ouvertes. Quand j'ai vu mon téléphone sur la table de la cuisine, je l'ai immédiatement saisi et j'ai couru hors de la maison. Après avoir fui la maison pendant un demi-kilomètre, je me suis cachée en toute sécurité derrière les poubelles et je suis finalement allée en ligne. Alors que j'étais en isolement, mes amis ont réussi à publier tellement de nouvelles photos. Je ne pourrais pas avoir autant de j'aime dans toute ma vie maintenant. Je n'ai même pas remarqué que j'étais sur Internet depuis des heures. Mince, qu'est-ce que j'étais devenue? J'étais assise à la poubelle et j'aimais les photos. Il y avait probablement de l'eau partout dans la maison maintenant. Et si maman et papa ne pouvaient pas le faire sans moi? J'étais celle qui a causé l'inondation de mes propres mains. Et nous n'avions terminé que récemment les réparations. Il faisait sombre quand je suis rentrée à la maison. Je me suis glissée par la porte et j'ai regardé dans la cuisine. Papa et maman ont bu leur café en silence. Ils étaient fatigués. Ils avaient des cernes sous les yeux et maman avait l'air en larmes. Je n'y ai même pas prêté attention. J'avais très honte de mon indifférence. J'ai eu le courage de m'excuser. Mon père ne m'a pas grondé. Mes parents m'ont invité à la table et mon père m'a fait du café. Quand ma mère a vu que tout allait bien, elle s'est égayée. Il s'est avéré que papa, adolescent, avait presque inondé la maison. Il était furieux que ses parents ne le laissent pas aller à un concert de rock. Alors, il a décidé de déclencher une inondation en signe de protestation. Oui, cela doit être héréditaire. Nous avons bavardé pendant plus d'1 heure. Je n'ai jamais pensé que mes parents étaient aussi intéressants. Vous pouvez rire de blagues de papa au point de pleurer, et maman a récemment regardé un film dont j'avais entendu parler. Je ne savais même pas qu'elle suivait le dernier film. Pour arranger les choses, nous avons décidé d'aller au cinéma en famille. C'était intéressant car je regardais des films uniquement sur Internet. Quand je me suis réveillée le 7e jour, je sentis pour la première fois que je n'allais pas sur les réseaux sociaux. Même si mon téléphone reposait paisiblement à côté de mon lit, mon père ne me l'avait pas pris. Auparavant, j'aurais immédiatement commencé à écrire à des amis et à consulter des comptes d'amis. Mais maintenant, j'ai décidé d'éteindre complètement le téléphone pour ne pas être distraite. Après tout, ils disent que la méditation nécessite de la concentration. Après 7 jours sur Internet, j'ai réalisé que le monde réel n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. J'étais une sorte de robot qui ne pouvait que publier et compter les j'aime. Maintenant, je peux passer du temps avec une famille qui m'aime et qui a besoin de moi. J'ai toujours honte devant mes parents de m'être comportée si mal.
Heureusement, ils m'ont pardonné. J'aimerais beaucoup que vous puissiez passer du temps avec votre famille et vos amis. Et en réalité, pas en ligne. Si vous aimez mon histoire, alors aimez et abonnez-vous à la chaîne. Profitez de chaque jour. Salut, je m'appelle Crystal, j'ai 20 ans. Avez-vous déjà fréquenté un homme beaucoup plus âgé que vous? Avez-vous trouvé facilement une langue commune? Comment vous sentiez-vous avec un homme adulte? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai épousé le grand-père de mon petit ami. En fait, j'ai toujours aimé mes compagnons, ou des gars un peu plus âgés. Mon petit ami, Sean, a 22 ans. Nous sommes ensemble depuis quelques années et nous prévoyons de nous marier cette année lorsque Sean obtiendra son diplôme universitaire. Le mariage est une étape importante pour nous et nous l'attendons tous les deux avec impatience. Après avoir réussi ses examens finaux, Sean a immédiatement obtenu un emploi dans sa spécialité dans une banque. À cette occasion, il a organisé une soirée sympa à laquelle il m'a demandé en mariage publiquement et m'a donné une bague. J'étais très excitée. Les parents de Sean ont promis d'aider au mariage et d'assumer eux-mêmes la plupart des dépenses. Nous avons fixé une date. Sean voulait faire la fête au café où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'était tellement romantique. Le café était dans une ville voisine et Sean et ses parents y sont allés en voiture pour payer le loyer et discuter du menu du mariage. Je voulais vraiment aller avec eux, mais ils ne voulaient pas me laisser partir du travail. J'étais terriblement inquiète et j'espérais que tout se passerait bien. Je regardais mon téléphone toutes les 10 minutes et attendais un mot de Sean. Mais il ne m'a pas appelé. Avez-vous déjà eu peur d'attendre un appel important? Et comment avez-vous géré cette excitation? Le soir, j'étais déjà en train de me décomposer et une femme étrange a décroché le téléphone. Elle s'est présentée comme une policière et a dit qu'il y avait eu un grave accident et qu'il y avait des morts. La femme a demandé qui j'étais pour Sean. Je suis tombée dans une stupeur, une boule coincée dans ma gorge. Toute ma vie s'est effondrée en un instant. J'ai à peine dit mon nom et je me suis présentée comme la fiancée de Sean. Et j'ai commencé à sangloter dans le téléphone. La femme m'a interrompue et m'a dit que le jeune homme était vivant, mais qu'il était dans un état critique à l'hôpital de la ville. Je voulais être près de mon bien-aimé Sean le plus tôt possible. Je suis allée à l'hôpital. Sean était inconscient à l'unité de soins intensifs. Le médecin a dit qu'il était tombé dans le coma. Mais il y avait un espoir que son état s'améliore. Les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Un homme âgé d'environ 65 ans était assis à côté du lit de Sean. Il s'est présenté comme le grand-père de Sean, nommé Robert. Il est également arrivé à l'hôpital lorsque la police l'a appelé. Les parents de Sean étaient morts. J'ai offert mes condoléances. Quelques jours plus tard, Sean a été transféré dans un hôpital de notre ville et j'ai pris un congé du travail pour être avec lui tout le temps. Robert était également un visiteur fréquent de l'hôpital. Un jour, alors que Robert et moi étions assis dans la pièce, le médecin est venu nous voir et nous a dit que l'état de santé de Sean s'était détérioré et qu'il y avait une chance qu'il ne se réveille pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Le médecin nous a laissés seuls. Robert passa son bras autour de moi et commença à me caresser le dos. Et je me sentais mieux. Il m'a embrassé sur le front. Cela m'a touchée. Mais soudain, ses lèvres se sont déplacées vers les miennes et je l'ai repoussé. Il y a eu une pause gênante. Il s'est excusé, a dit qu'il voulait juste me réconforter. Maintenant, j'ai évité Robert. J'ai été alertée par son baiser inattendu. Un mois s'est écoulé. Lors d'une de mes visites régulières à l'hôpital, le médecin a de nouveau rapporté la nouvelle qui m'inquiétait. L'assurance de Sean ne couvrirait bientôt plus son entretien vital et nous devrions payer nous-mêmes son séjour à l'hôpital. Sinon, Sean serait débranché. Les paroles du médecin sonnaient comme un cauchemar. Je suis allée directement vers Robert pour en discuter. Robert devait décider du parent le plus proche. Il était déjà au courant et d'un ton tout à fait calme, a dit que Sean devrait être éteint, puisque la famille n'avait pas du tout d'argent. Toutes les économies ont été dépensées pour les préparatifs du mariage. J'avais peur que la vie de mon bien-aimé ne soit suspendue à un fil. Je l'ai supplié d'attendre une semaine de plus en lui promettant de trouver l'argent. La pensée de perdre Sean pour toujours m'a terrifiée. Robert a dit que j'avais encore une semaine et que l'assurance de Sean ne couvrirait plus les frais d'hospitalisation. Le compte à rebours a commencé.
J'ai publié des informations sur la collecte de fonds sur les réseaux sociaux, postulé à un fonds de charité et emprunté de l'argent à des amis proches. J'ai dû vendre la bague que Sean m'a donnée. J'étais prête à tout sacrifier pour sa vie. J'ai collecté suffisamment d'argent en une semaine, mais j'étais juste un peu en deçà du montant requis, et je n'avais nulle part ailleurs pour le prendre. J'espérais que Robert m'aiderait parce que c'est son propre petit-fils. Avez-vous déjà demandé un prêt? Et avez-vous demandé à ceux qui étaient désagréables avec vous? J'ai demandé en larmes à Robert d'ajouter le montant manquant. Il a accepté rapidement et inopinément et a dit qu'il y avait des papiers à signer avant de le faire. Je m'en fichais, tant que Robert m'aidait et je sauvais mon Sean. Nous sommes allés directement chez le notaire. Je ne pensais pas que ce serait si formel et sérieux, mais je n'avais pas d'autre choix que d'être d'accord. Le notaire m'a donné les documents. Je les ai lus rapidement. Cela ressemblait à un contrat normal, mais je me suis trompée. Quand j'ai relu le titre, j'ai réalisé que c'était un accord prénuptial entre Robert et moi. J'ai demandé en plaisantant si le notaire avait commis une erreur dans le document. Et Robert a dit que tout était exact. Je devais signer cet accord et m'engager à être l'épouse légale de Robert pour ne pas m'enfuir avec tout l'argent. Mais si je n'étais pas d'accord, il ne pouvait pas m'aider. J'aimais beaucoup Sean et je ne voulais pas le perdre. J'avais besoin de l'argent de son grand-père. J'ai signé les fichus papiers. Robert a ajouté le montant manquant et j'ai transféré l'argent à l'hôpital. L'accord n'a pas beaucoup changé dans ma vie. J'ai vécu avec mes parents, j'ai rendu visite à Sean à l'hôpital et j'ai à peine vu Robert. Un autre mois s'est écoulé. Finalement, Sean a commencé à aller pour le mieux. Et un jour, il a repris connaissance. J'étais incroyablement heureuse de regarder dans ses yeux bleus ouverts. J'avais tellement attendu ça. Je lui ai parlé de l'accident et de la mort de ses parents. Mais il ne se souvenait de rien. Cette nouvelle le stupéfia et il ne put retenir ses larmes. Je me suis assise avec lui toute la nuit. Je ne voulais pas le laisser comme ça. Une semaine plus tard, le médecin a dit que Sean pouvait rentrer chez lui. Nous avons quitté l'hôpital avec lui et je me suis occupée de lui à la maison. C'était facile pour moi parce que je l'aimais et que je voulais être là tout le temps. La seule chose qui me dérangeait était que Robert vivait avec nous. Il a géré la maison et nous a soutenus. Alors j'essaie de contenir mes sentiments négatifs envers lui. Mais un jour, Robert a dit que je ne remplissais pas mes obligations maritales. Il a dit que si je l'ignorais en tant que mon époux légal, il m'interdirait de voir Sean et me chasserait de la maison. C'est quoi ce bordel? Après tout, au départ, nous avions des conditions complètement différentes. Je n'étais pas prête à me jeter dans les bras d'un homme plus âgé, encore moins dans les siens. Même penser à ça était dégoûtant. Naturellement, j'ai refusé. Mais quelque chose m'a dit que je devrais être sur mes gardes ce soir. La nuit est tombée, je n'ai pas pu dormir, et quand Robert est apparu à la porte, je suis brusquement sortie du lit et je lui ai demandé de quitter ma chambre. Il a commencé à m'approcher plus lentement et à dire qu'il n'était pas approprié pour une femme de communiquer avec son mari de cette manière. Cela m'a fait sentir malade. Et puis une autre forme est apparue dans l'embrasure de la porte. Et c'était Sean. J'étais contente que Sean ait commencé à marcher. Je savais que Robert allait se blesser. Mais Sean est tombé inconscient. J'ai appelé une ambulance et je suis partie avec lui, loin de Robert. Quand Sean a repris conscience, j'ai commencé à le serrer dans mes bras et il m'a repoussée. Sean a dit qu'il avait entendu mon grand-père et moi parler d'embrasser et de se marier. Il m'a accusée d'être une traître et a dit qu'il ne voulait plus me revoir. J'étais désolée d'entendre cela parce que c'était pour lui. J'ai demandé à Sean de m'écouter et je lui ai parlé de la collecte d'argent et du contrat prénuptial. J'étais désolée de l'avoir signé, mais je ferais n'importe quoi pour Sean. Sean m'a écouté et m'a dit qu'il ferait n'importe quoi pour me protéger de son grand-père. Sean savait que son grand-père n'avait pas été aimé de la famille. Et maintenant, il comprenait pourquoi. Sean est resté à l'hôpital pendant un autre mois, puis il s'est rétabli. Je l'ai aidé à récupérer les papiers légaux et il n'avait plus besoin de garde. Sean est rentré à la maison, a expulsé son grand-père et a hérité. Il s'est avéré que la famille de Sean avait encore de l'argent et que Robert me mentait. Nous allons mettre fin au contrat prénuptial au tribunal et avons déjà engagé un avocat. Nous avons décidé de reporter le mariage après tout ce qui s'était passé. J'ai emménagé avec Sean pour de bon. Et pour moi,
j'ai réalisé que pour sauver la vie d'un être cher, je suis prête à faire beaucoup. J'étais heureuse que Sean et moi soyons à nouveau ensemble, et l'amour nous aiderait à surmonter toutes les difficultés. Si vous êtes touché par mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne. Passez une bonne journée et laissez tous vos proches être en bonne santé. Salut, je suis Viviane et j'ai 19 ans. Êtes-vous prête à renoncer à dormir pour 1000 $? Je n'ai pas dormi pendant 10 jours de suite. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment cette expérience se terminera et comment vous sentirez le 10e jour. Veuillez ne pas reproduire ce que vous voyez. C'est dangereux pour votre santé et votre vie. Un jour, Sharon et Kimberly m'ont rappelé comment je me vante de ne pouvoir dormir que 3 à 4 heures. Et elles m'ont donné un défi et ont demandé si je serais capable de ne pas dormir du tout. Et je devais dire oui. Nous avons parié 1000 $ que je battrais le record du monde Guinness officiel pour rester éveillée et ne pas dormir pendant plus de 11 jours. J'avais besoin d'argent et j'ai accepté. Pendant tout ce temps, j'ai dû rester dans mon appartement et diffuser sur le web sur les réseaux sociaux. J'ai été autorisée à aller aux toilettes pendant un maximum de 5 à 7 minutes et à la douche pendant 15 minutes. Sharon et Kimberly voulaient même que je m'assoie dans la salle de bain avec une caméra, mais je leur ai carrément dit non. En aucune façon. Les 3 premiers jours d'expérience se sont bien déroulés en termes de conditions physiques. Mais psychologiquement, c'était difficile. Il y avait encore tant de jours à tenir. Et que ferais-je tout ce temps? Pour passer le temps, j'ai appelé tous mes amis et ma famille. Ensuite, j'ai lu, mais c'était une mauvaise idée parce que la lecture m'a immédiatement endormie. Google a suggéré que vous devriez mâcher le chewing-gum, allumer le climatiseur pour avoir froid ou mettre des vêtements inconfortables. Comment combattez-vous l'envie de dormir? Partagez-le dans les commentaires. Peut-être que j'utiliserai vos astuces de vie la prochaine fois. Le public était initialement si petit que je voulais terminer l'expérience. Mais pour le bien d'un petit nombre d'abonnés qui m'ont soutenu et écrit des commentaires, j'ai continué. Eh bien, j'avais vraiment besoin d'argent. À partir du 4e jour, les vues ont considérablement augmenté. Je suis devenue populaire. J'ai même été mentionnée par plusieurs grands blogueurs. Cela m'a donné de la force et l'envie de continuer. J'ai reçu beaucoup de messages étrangers. Certains m'ont fait des éloges, certains m'ont grondé. Les haineux n'ont pas non plus manqué l'occasion de m'humilier et de m'insulter. Le public et le monde entier. À la fin du 5e jour, Alain, un étudiant en médecine, a commencé à regarder mon expérience. Il m'a soutenu, m'a gardé éveillée la nuit et s'est engagé dans de longues conversations sur Skype. Cela m'a beaucoup aidé les 6e et 7e jours, quand j'avais une affreuse envie de dormir. J'ai partagé les détails de ce que je ressentais avec lui et en général, j'ai aimé notre communication. En outre, en tant que médecin, il a suggéré quels aliments je devrais manger pour faire fonctionner le cerveau et ce que je devais faire. Ça m'a aidé, bien que parfois, au contraire, je me sentais très fatiguée et je tombais presque dans un sommeil lourd. Le 8e jour, ma santé s'est soudainement détériorée. Au début, j'ai entendu ma mère me parler. Même si mes parents habitaient à 100 km, j'étais terrifiée. Puis, un soudain sentiment de mort imminente m'a envahie comme si j'allais mourir à l'instant. J'en ai parlé à Alain et il est soudain devenu nerveux et m'a dit d'arrêter immédiatement l'expérience. Il hurla comme un fou, crachant presque à travers l'écran. Il a crié que mon corps ne pouvait pas le supporter. J'ai éteint Skype et l'ai abandonné. Et 2 heures plus tard, l'ambulance est venue à ma porte. J'ai dû expliquer au médecin que je n'étais que légèrement malade. Bref, je leur ai franchement menti, alors ils sont partis le plus tôt possible. Après cela, j'ai appelé mes amies et elles m'ont dit qu'Alain voulait me remonter le moral et m'envoyer une livraison de plats délicieux. Et ces imbéciles, ignorant tout, ont donné mon adresse. Et cet enculé a appelé la police. J'étais furieuse, je l'ai accusé de ne pas être un vrai médecin. Et je lui ai dit qu'il ne comprenait rien et qu'il n'avait donc pas le droit de me dire quoi faire. À cela, Alain a déclaré qu'il était engagé dans la neurophysiologie et rédigé un document de cours sur l'influence du sommeil
et son absence sur le corps. Il a également admis qu'il m'avait spécifiquement demandé de faire certaines choses pour voir ma réaction. Comme si j'étais un cobaye. Je n'ai pas consenti à être un rat de laboratoire pour la science. Et tu l'admets maintenant? J'ai crié. Puis, il y a eu des babillages comme « J'ai honte, je veux tout réparer, je suis désolée, arrête l'expérience ». Après cela, j'ai raccroché et bloqué tous ses comptes. Avez-vous déjà voulu abattre une porte, casser de la vaisselle et les meubles par colère? Comment vous êtes-vous arrêté? La seule chose qui m'a arrêté, c'est que c'était un appartement loué et que rien ne pouvait être détruit ici. J'ai décidé d'exprimer toute la douleur de la trahison à mon public. Mais je ne pouvais pas le faire. Mon cœur me faisait mal, commençait à battre de façon inégale. Mes yeux s'assombrirent soudainement et je m'assis sur une chaise. Il y avait un sentiment de peur inexplicable. Puis, Alain est apparu devant moi. Il parlait avec la voix de ma mère et m'a appelé pour le dîner. L'hallucination n'a pas disparu pendant un moment. J'ai donc lancé un film sur mon ordinateur pour bannir les symptômes. J'ai besoin d'argent. Je me suis dit. J'en avais besoin. Le fait est que ma mère et mon père ont récemment perdu leur emploi à cause de la crise. La location n'était pas suffisante et je n'ai pas pu trouver un nouvel emploi. J'ai donc accepté ce pari car il s'agissait d'1 millier de dollars. Le 9e jour a été encore plus difficile mentalement, physiquement et psychologiquement. Je n'avais pas la force de m'accrocher. Alors j'ai juste fait le tour de la pièce en rond et quand j'étais fatiguée de marcher, je me suis allongée par terre. Je n'ai pensé à rien, mais j'ai ressenti un poids sans fin. Impitoyable, oppressif, insupportable. Mes oreilles sonnaient et il était impossible de se concentrer sur quoi que ce soit. J'étais sur le point de tout laisser tomber et d'aller dormir. Mais à ma grande horreur, mon cerveau a cessé d'envoyer le signal. Il est temps de dormir. Il y avait une sorte de dysfonctionnement. Je rappelais moi une ambulance, mais c'était beaucoup trop à penser et à analyser. Le 10e jour était le dernier de l'expérience. Mon côté droit, mon cœur et ma tête me faisaient terriblement mal. La lumière me faisait mal aux yeux et je voulais grimper au mur. Mes bras, mes jambes et ma tête tremblaient, mes hallucinations empiraient. À un moment donné, il m'a semblé que des cambrioleurs faisaient irruption dans l'appartement. J'ai commencé à crier sauvagement. Ensuite, je me souviens de rien. Obscurité totale. Je me suis réveillée à l'hôpital, sur une goutte et, étonnamment, en excellent état. Sharon et Kimberly étaient là. Elles m'ont dit qu'elles étaient venues me voir dès que je me sentais malade. Mais Alain était en avance sur elles. Il m'a injecté quelque chose qui m'a directement endormie. Mes amis ont appelé la police et il a été amené au poste de police pour fournir des services médicaux sans permis. J'étais désolée pour Alain. Il a souffert et voulait aider. Immédiatement après ma libération, je suis allée au poste de police pour écrire une déclaration selon laquelle je n'avais aucune plainte contre lui. Mais il s'avère que ce ne serait pas aussi simple. Je devais parler à la police de l'expérience du pari avec mes amis pour 1 000 $, des suggestions d'Alain de tout arrêter et du fait que je l'ai ignoré. Même Sharon et Kimberly ont été interrogées. Elles regrettaient déjà avoir tout gâché et de ne pas avoir arrêté le pari stupide. Après avoir regardé la dernière diffusion, la police était convaincue que ma vie était vraiment en danger. Et Alain a commis le crime pour me sauver. Ils l'ont laissé partir, mais cela ne l'a guère aidé à se sentir mieux. À son institut, ils ont appris le cauchemar de 10 jours, les tests secrets d'Alain, ses conseils, etc. Il a été expulsé. Horrible comme l'enfer. Je pensais que toute l'agonie était terminée, mais cela ne semblait être qu'un début. À cause de moi, il a perdu son entreprise préférée et le rêve de sa vie. Après tout, il n'est pas une mauvaise personne et voulait profiter de la science. Il n'a tout simplement pas choisi la bonne voie. Alain m'a dit d'aller en enfer, m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et enfin, il a maudit la science. Ce fut le pire jour de ma vie et je devais y remédier. J'ai écrit une lettre détaillée décrivant l'expérience et comment Alain m'a sauvé la vie et l'ai envoyée à toutes les institutions médicales aux États-Unis dans l'espoir qu'ils accepteraient. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre. Je pense que c'est mieux que rien. J'ai supplié Alain de me rencontrer.
D'abord, je lui ai demandé pardon pour toute cette horreur et il s'est aussi sincèrement excusé, soit dit en passant. Et puis, je lui ai parlé de mes lettres à plusieurs instituts médicaux. Alain était surpris et très heureux qu'il y ait un moyen de sortir de cette situation. Il m'a promis de ne plus jamais expérimenter sur les gens. L'histoire ne s'arrête pas là. La situation avec mes parents empirait et j'ai demandé à mes abonnés de m'aider à trouver un emploi. Et j'en ai trouvé un. Même si c'est temporaire, c'est l'argent dont notre famille a tant besoin maintenant. Sharon et Kimberly m'ont donné ce millier de dollars et se sont de nouveau excusés. Si vous aimez l'histoire, montrez-le avec le j'aime le plus déterminé. Je serai très contente, honnêtement. Consultez notre chaîne plus souvent, nous publions régulièrement de nouvelles histoires pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Vous ne manquerez pas le prochain épisode. Je vous souhaite un sommeil sain et beaucoup de bonheur. Salut tout le monde, je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans et je suis une écolière ordinaire. Avez-vous déjà combattu de mauvaises habitudes qui menacent votre vie de s'effondrer? Vos amis vous ont-ils déjà aidé à faire tout ce qu'ils pouvaient pour vous aider à vous en libérer? Veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi il est si important de prendre soin de votre corps. En général, j'ai toujours pris soin de mon corps. Depuis mon enfance, j'ai fait du sport et je mange sainement. Et je n'ai certainement jamais eu de dépendance. Au moins jusqu'à un point. Cette histoire est arrivée à mon ami Kevin et moi. Nous pratiquons le parcours ensemble et ces jours-là, nous commencions à peine à participer à des compétitions. Nous étions une équipe solide et nous nous entendions bien. En fait, lorsque nous avons commencé à faire du sport ensemble et ainsi à communiquer encore plus, j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour lui, mais je n'ai pas osé avouer. Le truc, c'est que nous sommes amis depuis notre enfance et je ne pensais pas qu'il me verrait comme plus qu'une simple amie. Êtes-vous déjà tombée amoureuse d'un ami d'enfance et avez eu peur de dire la vérité à votre béguin? Nous sommes beaucoup entraînés et par conséquent, nous gagnons de petites compétitions dans notre district. Nous avons été également encouragés par nos progrès. Mais un jour, tout a commencé à changer. Nous avons été invités à une grande compétition pour les équipes de parcours de tout l'État. Je faisais les courses au supermarché et j'ai attrapé une canette de coca. À l'époque, je me suis permise de boire quelques canettes par semaine. La vendeuse m'a conseillé de faire attention au fond de la boîte. L'entreprise a mené une campagne publicitaire pour 5 boîtes Coca-Cola. Celui qui a acheté la boîte avec le numéro 5 en bas était le gagnant. Et quand j'ai regardé au fond de la boîte, j'étais agréablement surprise d'y trouver un gros 5. Je n'ai jamais rien gagné de tel auparavant. Bientôt, mes gains ont été livrés. Mes parents, voyant ces boîtes, secouèrent la tête avec scepticisme. Ils pensaient que même une canette par semaine n'était pas bonne pour la santé, sans parler de plus. Mais je leur assurais que je n'abuserais pas des boissons gazeuses. Cependant, avec une boîte de coca à portée de main, je n'avais pas remarqué comment je commençais à en boire constamment. C'est arrivé au point où j'ai remplacé mon verre d'eau du matin par du Coca-Cola et arrêté de boire quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps, Kevin et moi, nous avons commencé à nous entraîner pour la compétition. Un jour, nous nous entraînions en périphérie et je me suis retrouvée loin derrière lui en courant. Il est revenu vers moi et m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai répondu que j'étais juste fatiguée, mais cela ne le rassurait pas. Kevin m'a dit que je n'avais pas été au top ces derniers temps. Il a dit que je commençais à trébucher plus souvent, à courir plus lentement, et que je n'allais pas bien. J'ai refusé de croire. Mon esprit a nié tout ce qu'il disait et a trouvé diverses excuses. Mais, au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je suis vraiment devenue accro au coca. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien bu d'autre pendant une semaine entière. Pas d'eau, pas de café, pas de jus, juste du coca. Avez-vous déjà lutté contre une dépendance qui pourrait sérieusement nuire à votre santé, mais l'habitude semblait plus forte que votre volonté? Quelques jours plus tard, la faiblesse a augmenté. Je suis devenue sujette à un sommeil agité, presque anxieuse, donc peu importe combien d'heures je dormais, je ressentais la somnolence et j'étais souvent en retard pour m'entraîner. J'ai même pris du poids, malgré mon mode de vie actif. Et pourtant, je ne pouvais pas renoncer à boire certaines de ces boîtes rouges brillantes par jour. Mes parents ont remarqué que mes stocks de coca diminuaient rapidement et ont affirmé que je consommais clairement trop de soda. Mais je leur ai menti en disant que j'en partage juste avec des amis. Pendant ce temps, la première étape de la compétition est arrivée. Nous avons travaillé dur pour nous préparer, mais j'étais toujours inquiète. Alors que nous attendions notre tour, Kevin a essayé de me remonter le moral. Il m'a assuré que nous pouvions y faire face et m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu que tout allait bien. En fait, les choses n'étaient même pas semi-correctes. Je me sentais au bord d'un épique échec. J'étais tellement nerveuse que j'ai même parlé grossièrement à Kevin quand il a demandé de nouveau si tout allait bien.
À ce moment, notre tour a été annoncé et j'ai vu que j'avais blessé ses sentiments. Oh, cela a rendu tout cela encore plus difficile. Nous sommes entrés dans l'arène et avons commencé à exécuter nos cascades de parcours bien répétées. Au début, nous allions bien. J'ai vu que nous faisions une bonne impression auprès du public et du jury. Mais à un moment crucial, un mal de ventre soudain s'est déclaré. Kevin m'a attrapé et m'a aidé. Il l'a fait de façon spectaculaire. Cela s'est répété plusieurs fois. Ce n'est que grâce à Kevin que nous avons terminé la performance. Lorsque le jury a annoncé les résultats, je n'espérais rien. Mais il s'est avéré que nous avons marqué suffisamment pour passer à l'étape suivante. Nous nous sommes étreints joyeusement et je me suis excusée auprès de Kevin d'avoir été impoli. Il n'était pas délicat. Nous avons décidé de faire une promenade et en chemin, j'ai sorti une canette de coca de mon sac. Quand Kevin l'a remarqué, il m'a demandé si j'avais bu beaucoup de soda. En fait, dis-je, je n'ai pas bu autre chose depuis 2 semaines. Je lui ai expliqué comment cela était arrivé et que je ne pouvais pas rompre avec cette habitude. Il m'a persuadé de l'abandonner pour le bien de notre équipe. Eh bien, j'ai accepté. Que devais-je dire d'autre? Mais là encore, la même nuit, je n'ai pas pu résister à une autre canette de coca avant de dormir. Et le lendemain matin, j'en ai pris une autre, comme si je bougeais de façon incontrôlable. J'avais 2 autres boîtes de ce poison noir pétillant. Et peu importe mes efforts, je ne pouvais rien faire d'autre que ça. Pendant ce temps, la phase suivante de la compétition était chaque jour plus proche. Kevin et moi nous sommes entraînés encore plus souvent parce que nous avons à peine réussi la dernière fois. Je me sentais de pire en pire. J'ai eu des maux d'estomac, mes sautes d'humeur sont devenues plus grandes, mais la partie la plus effrayante était la prise de poids. Mes parents remarquaient mon état et ne croyaient plus à aucune excuse. Mais ils ne m'ont pas poussé. Ils appartiennent à ce genre de personnes qui laissent leurs enfants faire leurs propres erreurs et apprendre d'elles. J'avais peur de dire à Kevin que je ne pouvais pas tenir ma promesse. Pour cette raison, j'avais l'impression de m'éloigner de lui. Avez-vous déjà caché quelque chose à vos amis par peur du rejet? Dans la deuxième étape, nous avons miraculeusement encore marqué les points nécessaires pour passer. Et encore une fois, Kevin a dirigé toute la performance, alors que j'essayais juste de ne pas me gêner ni tomber. Ainsi, grâce à ses efforts, nous avons réussi à atteindre la finale. À cette époque, j'étais accro au coca depuis un mois, et je me sentais vraiment nulle. Je ne pouvais pas me sortir de cette douleur sans au moins 2 canettes. Eh bien, le tout dernier jour avant la compétition finale est arrivé. Je suis restée à la maison pour acquérir de la force. Soudain, Kevin s'est présenté. Il a dit qu'il était venu me remonter le moral et m'inviter à une dernière répétition. Alors qu'il traversait le salon, il trébucha accidentellement sur une canette de coca gisant sur le sol. J'ai regardé la boîte, puis il m'a regardé. Il m'a demandé calmement si j'avais plus de soda. Je n'ai pas dit un mot et mon coéquipier a commencé à chercher. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il n'a pas écouté. Il a dit que nous devons essayer une manière plus radicale de faire face à ma dépendance. Kevin a trouvé la demi-boîte restante sous le canapé. Avec ça, il est sorti et a commencé à verser le coca sur l'herbe. J'ai couru après lui, sanglotant, le suppliant d'arrêter, mais il a continué en silence. J'étais furieuse. J'ai accusé Kevin d'être obsédé par la victoire et je lui ai dit qu'il pouvait concourir sans moi. En attendant cela, il a jeté les boîtes restantes sur le sol et est parti. J'ai cru que j'avais raison. Mon corps, mes règles. Le lendemain, j'étais toujours en colère contre Kevin et je ne voulais pas aller à la compétition. Alors je lui dis. Au moment où la finale allait commencer, une de nos amies communs a appelé. Elle a demandé où j'étais et a dit que Kevin m'attendait. Je lui ai dit ce qui s'était passé et je me suis plaint que Kevin ne se souciait pas du tout de moi. Mon amie a ri. Elle a dit que Kevin était complètement perdu sans moi. De plus, Kevin lui a dit qu'il avait le béguin pour moi. Je ne croyais pas mes oreilles et j'ai demandé à mon amie si elle en était sûre. Elle a dit oui, sûre à 100%. À ce moment, j'ai eu une vision complètement différente de tout ce que Kevin avait fait. J'ai réalisé qu'il n'essayait pas de gagner à tout prix. Au lieu de cela, il était inquiet pour moi. J'ai promis à mon ami de venir bientôt et je me suis dépêchée de me préparer. Je pouvais quand même arriver à notre performance, alors j'ai couru aussi vite que possible. Je suis arrivée juste au moment où notre équipe était annoncée. Kevin a souri joyeusement en me voyant. J'ai souri en retour et nous sommes entrés dans l'arène ensemble. Admettons que notre performance n'était pas géniale, et bien sûr nous avons perdu. C'était déjà un miracle que nous soyons arrivés aussi loin. Mais on s'en fichait. Nous sommes réconciliés et j'ai promis à Kevin de rompre avec le Coca-Cola pour toujours. Et je suis fière de dire que cette fois, j'ai réussi à tenir ma promesse. Finalement, j'ai réalisé que même si mon corps m'appartient, il y a des gens qui sont blessés en me regardant me détruire. Cette nuit-là, j'ai dit à Kevin que je connaissais ses sentiments et que c'était réciproque. Il était heureux et a avoué qu'il était amoureux de moi depuis des années et tout comme moi, il avait simplement peur de faire le premier pas. Nous pratiquons toujours le parcours, mais maintenant nous le faisons pour nous-mêmes, sans tournoi ni prix.
Nous avons réalisé que la compétitivité n'est pas notre style. Le sport n'était que notre façon préférée de passer du temps ensemble. Il a fallu un certain temps pour remonter sur les rails après mon abus de boissons gazeuses. J'ai pris mon style de vie plus au sérieux et je suis maintenant en train de suivre une alimentation équilibrée qui exclut toute malbouffe. Peu de chips, frites, hamburgers, etc. Avez-vous déjà surmonté vos mauvaises habitudes? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié mon histoire, veuillez l'aimer. Pour être le premier à regarder de nouvelles histoires, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Restez à l'écoute et passez une bonne journée.